Les titres tennis, la finale de Bercy, ce sera Ivanisevic contre Medvedev. Arnaud Butch a été battu de justesse par l'Ukrainien Medvedev. Défaite aussi de l'équipe de France de rugby face à l'Australie, 24-3, une sévère correction. Scandale du sang contaminé, c'est en Allemagne, mais les pays voisins s'inquiètent. La France retire des produits sanguins de la circulation. Nouvelle tension à Moscou, à la veille de l'anniversaire de la Révolution. Boris Yeltsin veut rester président jusqu'en 1996. Bonsoir. La déception à Bercy dans le tournoi de tennis qui rassemble chaque année les meilleurs joueurs du monde. La révélation, cette fois, c'était Arnaud Butch. Le Français avait éliminé Bruguera, puis Becker. Hélas, en demi-finale, un petit peu émoussé sans doute, il a été battu de justesse par Medvedev, l'Ukrainien. L'autre finale, ce sera Ivanisevic contre Edberg. François Brabant, résumé des matchs. Impitoyable, Andrei Medvedev sur un court l'est assurément. Le seul moment où il a failli s'attendrir aujourd'hui, c'est quand un de ses services a touché de plein fouet un jeune spectateur. Arnaud Butch aurait dû en profiter, ce sera son seul instant de faiblesse. Pour le reste, Medvedev a été sans pitié. Cruauté suprême, Arnaud Butch à 6-2, 5-3 sert pour le match. L'Ukrainien sort ses meilleurs coups. En un clin d'œil, le match vient de basculer. Rejoint à 1-7 partout, Butch refuse pourtant de se laisser intimider. Mais Medvedev a du génie. La force n'impressionne pas Butch, c'est en finesse qu'il va s'échapper. Deux lobes à vous glacer le sang et un dernier coup gagnant dans le dernier jeu, Medvedev gagne en 3-7. La folle semaine d'Arnaud Butch s'arrête un tout petit peu trop tôt, elle est toutefois pleine de promesses. Les images d'hier soir, elles sont très fortes, les images aussi contre Bruguera. Même mon match contre Palmer a été quelque chose d'assez étonnant et très très dur à vivre, mais je suis passé au-delà de tout ça et c'est vraiment une expérience incroyable. Bercy n'oubliera donc pas Butch de citer, mais Bercy a un autre chouchou. Goran Ivanisevic ressemble au public parisien, colérique, frondeur, capable du meilleur et du pire. Contre Edberg, il a frôlé le pire, mais le Croate s'en est sorti au tie-break du 3e set. Medvedev contre Ivanisevic, Bercy 93 s'offre une finale originale. L'éclatante revanche de l'Australie. Les champions du monde disputaient le deuxième test match de leur tournée en France. Samedi dernier, vous vous en souvenez, le 15 de France, le 15 tricolore, avait gagné. La revanche a été cruelle. Yann Lavoie. Les Français le sauront. Lorsque les Australiens promettent une revanche, ils l'obtiennent. Les champions du monde ont lavé la fronde la semaine passée en punissant l'équipe de France. Grâce notamment aux mains et aux pieds de leur arrière, Roebuck. Il inscrit le seul essai de la première mi-temps, puis en réussit la transformation. Enfin, il ne tremble pas au moment de tenter deux pénalités, car les Français, si bons en défense lors du premier test, accumulent les fautes. Grâce à Roebuck, les Wallabies mènent donc 13-0 et l'on se demande où sont passés tous nos gaillards qui avaient réussi l'exploit de battre les champions du monde. Ils ne pouvaient tout de même pas avoir perdu toute détermination et toute motivation en une semaine. Alors l'orgueil commande et recommande l'attaque. Hélas, Weber, Sella, Sadourny ou Benazi, le meilleur des Français aujourd'hui, vont échouer. 13-3 à la mi-temps, Pierre Berbizier n'emmène pas large, les spectateurs non plus. Hélas, la seconde mi-temps débutera comme la première avec un Roebuck blessé, enturbané, mais avec un soulier en or, 19 points marqués par ses soins cet après-midi. Les Français sont sous l'éteignoir et sous les chandelles de Laina. Sur celle-ci, Sadourny manque la réception et fait bien involontairement une passe magnifique pour Gavin, qui marque le second essai australien, 24-3. Les champions du monde ont fait parler leur orgueil, ils ont humilié des Français qui étaient si forts hier et si faibles aujourd'hui. Allez comprendre. Dommage pour Sella, pensé le jour de sa 94e sélection, mais lui, avec son expérience, il connaît sûrement la réelle valeur du 15 de France. Dur tout ça. Premières aides distribuées en Corse. Le préfet de Corse du Sud s'est rendu tout à l'heure dans les communes les plus touchées par les inondations. Il y a encore des villages isolés dans l'île, bien que les pluies se soient calmées. En revanche, la route entre Ghisonaccia et Porto Vecchio, au sud-est de l'île, a été rouverte. Anne Poncinet, Philippe Turpot, reportage. Le pont de Solenzara. L'activité qui y régnait aujourd'hui pourrait résumer ce samedi en Corse. D'abord, sur le pont,
On circule en voiture depuis ce matin, sur une voie seulement, mais on circule. Depuis le 31 octobre, l'affaissement d'un remblai du pont verrouillait l'accès au sud par la côte orientale. C'est l'accès principal. Ouais. Par cet accès, il n'y a rien d'autre. Et qu'est-ce que ça vous a empêché de faire? De se rendre sur Solenzara, sur Porto-Vix, surtout pour les jeunes pour aller à l'école. Ensuite, en dessous du pont, on travaille. La passerelle ferroviaire qui se trouvait en amont, emportée par le flot, est venue s'enrôler autour d'une des piles du pont routier. Alors il faut déblayer. Enfin, sur le pont, restent ceux qui ne peuvent plus rien faire parce qu'ils n'ont plus rien. Eh ben, on habitait et vous voyez la rivière qui coule. Hein. Voilà. Madame Mérandon habitait dans la maison où vous voyez la balustrade. Et moi, j'habitais voilà, au milieu de la rivière. La reconstruction va être difficile, à moins de faire sur pilotis. Si le pont de Solenzara est réouvert ainsi que tous les grands axes, il reste en revanche des points noirs en montagne, comme ce pont entièrement détruit qui mène au village de Carbini. Le village est maintenant désenclavé, mais au prix d'un très long détour. Pour les gens de Lévis, il s'agit de faire un détour, il faut descendre jusqu'à Sartène pour pouvoir remonter jusqu'à ce village qui est normalement distant de 9 km. Il faudra sans doute encore quelques semaines pour remettre en état ce réseau routier secondaire très endommagé. Aujourd'hui, au moins, la circulation est rétablie au point stratégique et l'évaluation des dégâts peut commencer. Un nouveau surnom pour le Premier ministre. Les Verts viennent de le surnommer Balabéton. C'est leur réaction après l'annonce du programme autoroutier. Les écologistes accusent M. Balladur d'inonder la France de bitume. Voyons d'abord quelles autoroutes vont être construites et quand. Alban Mikosi. En inaugurant le 2 juillet dernier une portion de l'A75, François Mitterrand avait insisté sur le rôle joué dans l'aménagement du territoire par cette autoroute gratuite entre Clermont-Ferrand et Aumont-Aubrac et peut-être en l'an 2000 jusqu'à Béziers. La France compte aujourd'hui 6750 km d'autoroutes. C'est certes beaucoup, mais moins que ne le prévoyait le programme autoroutier. C'est un peu complexe. Disons qu'en sombre figurent les autoroutes qui restent à construire au nord et au sud de la France. Édouard Balladur a annoncé le déblocage de 140 milliards de francs pour construire ces autoroutes. Les écologistes contestent le bien fondé de cette mesure. Ça fait partie du manque d'imagination générale en France. Quand on est en panne en France, on fait des autoroutes. Personne n'a été voir si ça crée des emplois. Hein. Pour 1994, voici le programme des 368 km à inaugurer. Figure notamment le fameux pont de Normandie, le plus long du monde dans sa catégorie. À lui seul, il a coûté plus de 2 milliards de francs. Prévu aussi l'achèvement du tunnel du Puy-Morins entre les Pyrénées-Orientales et l'Ariège, un chantier respectueux de l'environnement comme trop peu encore en France. Bernard Tapie est reparti en campagne politique, et oui, il entame avec le MRG, son parti, le Tour de France des radicaux. Première étape, les Landes, en tête du peloton, Tapie bien sûr, Roland Sicard, Christophe Vignal. Vous avez le droit d'être à 4 là? Bien sûr. Tiens, mais oui, c'est bien lui, c'est Bernard Tapie. Émotion à Jetmo, 4500 habitants, on n'y est pas habitué à rencontrer des stars au coin de la rue. Et pourtant, c'est bien là que le patron de l'OM vient oublier ses soucis. Mais très vite, la conversation s'engage. Avec le foot, ça aide. Si j'ai vu jouer Bordeaux, le Paris Saint-Germain, c'est pas ça. Je préférais Marseille. Évidemment, évidemment. C'est ce qui va se passer. À chaque fois, tous les ans, on démarre, vous savez, avec un peu de difficulté comme ça. Mais sur la fin, ouais. Bien. C'est sur la lancée. Merci, à vous aussi. Seulement, Tapie ne vient pas pour parler ballon rond, il vient pour parler politique. Le voilà maintenant, radical de gauche. Et la politique a ses impératifs. Tapie visite des usines, discute, séduit. Chômage, inflation, spéculation, dévaluation. Il a réponse à tout. Il est comme ça, Bernard Tapie. Tu te défonces, tu fais des ratios, tu serres les boulons partout, la lire perd 20%, t'es mort. Oui. Ça, c'est terrible. Mais pour Bernard Tapie, ce qui est surtout terrible en ce moment, ce sont les affaires. OM Valenciennes, piste du lever possible de son immunité parlementaire, il n'a pas été épargné. Pourtant, il ne se laisse pas abattre, il trouve même que tout ça a du bon. Tant que tout me réussissait, j'étais peu crédible à dire aux gens, luttez, battez-vous, résistez à toute forme d'échec. Aujourd'hui, je crois que je suis un des mieux placés pour dire aux gens, serrez les dents, résistez, ayez du courage, baissez pas les bras, tout n'est pas perdu. Et Tapie dans l'affaire joue gros. Si tout va bien, il sera tête de liste des radicaux de gauche aux européennes. Pendant 7 mois, de ferme modèle en usine exemplaire, il va donc tenter de convaincre. En politique, les voix se pêchent une à une et le chemin
est rarement facile à monter. Demain, à l'heure de vérité de François-Henri de Virieu, l'invité ce sera Louis Vianney, le secrétaire général de la CGT. Il y sera beaucoup question dans cette heure de vérité du chômage et de la semaine de 32 heures. La peur du sang contaminé, ce n'est pas seulement en France. L'Allemagne vient de connaître un énorme scandale. Il rejaillit déjà sur ses voisins européens. Ainsi, le ministère français de la Santé enquête sur différents produits et vient même de décider de retirer les produits sanguins fabriqués par la firme autrichienne Immuno. Apparemment, en France, les risques ne sont pas très grands. Mais en Allemagne, l'inquiétude grandit. Une société, la société UB Plasma, a mis sur le marché des produits non testés jusqu'en 1991. Ses dirigeants sont en prison. Jean Pézieux. Je suis très inquiète par tout ce que j'entends et je refuse absolument d'être transfusée avec du sang et des produits dérivés du plasma. Cette femme est hospitalisée dans une unité de soins intensifs à Berlin et ses propos traduisent bien la panique qui s'est emparée des Allemands ces dernières semaines. Une panique née de la découverte que depuis 10 ans, on a pu transfuser des malades avec des produits infectés par le virus du sida. C'est dans les locaux de la société UB Plasma, ici à Koblenz, qu'est né le scandale. Des inspecteurs de la santé y ont fait des constats ahurissants. Des stocks de plasma douteux, conservés malgré les tests. Du sang contaminé qu'on traitait à l'acide chlorhydrique pour le rendre soi-disant inoffensif. Le scandale est d'autant plus grand que les autorités de la région auraient été au courant depuis 1987. Des citoyens poursuivent aujourd'hui en justice 2 anciens ministres. De médical, le scandale est devenu politique. Aujourd'hui, en tout cas, les dirigeants du B-Plasma ont été arrêtés, la distribution des produits stoppée et l'Office fédéral de la santé dissous. Mercredi, le ministre de la Santé s'adressait aux Allemands. Vous qui avez subi une transfusion depuis 1982, je vous invite à effectuer des tests anti-sida, vous et toute votre famille. À la suite de cette déclaration, les hôpitaux ont été submergés par les appels de transfusés et les journaux titraient « 15 millions de personnes doivent se soumettre à des tests ». Les associations d'aide aux malades et de nombreux médecins, pour leur part, ont condamné la démarche du ministre, l'accusant de créer une hystérie collective. Le nombre de donneurs de sang, en tout cas, a chuté de 20% et on ne compte plus les malades qui demandent à ce que leur opération prévue soit retardée. L'une des raisons de ces contaminations, c'est que les pays occidentaux, et l'Allemagne notamment, collectent le sang dans les pays de l'Est, par exemple en Roumanie. Or, il faut savoir que ces pays, et notamment la Roumanie, sont souvent dans des situations très préoccupantes dans le domaine de la santé. La France ne collecte pas de sang en Roumanie, mais elle y collecte du plasma. Jean-Daniel Flézaquier, quelles conséquences? Si les Roumains ne se plaignent pas de l'abondance des produits sur les marchés, ils se passeraient volontiers de l'abondance des virus qui infectent de façon chronique les habitants du pays. 1/10 de la population est en effet porteur des virus des hépatites B et C, et le virus VIH, responsable du sida, commence à hanter les ports de la mer Noire et ceux du Danube, comme ici, à Giurgiu. En Roumanie, seuls les donneurs de sang bénéficient d'un dépistage. On dépiste la présence de l'hépatite B, du sida, mais on ne dépiste pas la présence de l'hépatite C. Il n'existe aucun dépistage pour les femmes enceintes. Et pourtant, les placentas des jeunes accouchés, souvent infectés par des virus, ne sont pas détruits. Ils sont collectés et ils sont officiellement offerts à des sociétés étrangères. Parmi ces sociétés, l'Institut Mérieux en France. Mérieux ne teste pas non plus ces placentas à leur arrivée en France. Ils sont mélangés avec des placentas d'une vingtaine d'autres pays et servent à fabriquer des produits utilisés en médecine comme l'albumine. Les techniques de préparation détruisent les virus des hépatites et également le virus du sida. Alors, chez Mérieux, malgré la provenance des produits, on est serein. Mais je crois qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a un procédé qui nous donne une garantie totale, nous avons la certitude que le produit que nous préparons est un produit de qualité. Les produits extraits à partir du placenta sont commercialisés dans de très très nombreux pays et l'albumine représente une consommation très importante, une participation très importante à la consommation mondiale de ce dérivé. Mais en France aussi ou seulement à l'étranger? En France et à l'étranger. Il y a les virus qu'on connaît, mais il y a aussi des agents infectieux qu'on ne connaît pas encore. Or, l'actualité récente a montré, avec l'hormone de croissance, qu'il pouvait être très dangereux de collecter des produits biologiques en Europe de l'Est. En France, depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont interdit les collectes de sang dans les milieux à haut risque. Est-il alors logique, en termes de santé publique, d'autoriser l'importation de placenta provenant de pays où les taux d'infection par certains virus sont 10 fois supérieurs à la France? En ce moment, on en parle moins, mais ce n'est pas pour cela que les combats s'arrêtent dans l'ex-Yougoslavie, en Bosnie notamment. La petite ville de Varech a ainsi été la proie des combats très violents entre Croates et musulmans. Les musulmans ont fini par expulser les Croates de cette enclave
Et la Fropronu tente de jouer les intermédiaires pour obtenir la reddition des derniers Croates. François Cornet. Ce sont les derniers résistants croates qui refusent d'évacuer l'enclave de Varech en Bosnie centrale après la prise de la ville par les forces musulmanes. Ils sont 200 à 300 retranchés dans les montagnes à 3 km de Varech. Pour l'instant, ils n'acceptent pas de se rendre malgré la médiation des casques bleus. Ils refusent également de se replier comme le gros des forces croates qui occupaient Varech en fuyant par le sud à travers les territoires tenus par les Serbes. Dans cette région stratégique du centre de la Bosnie-Herzégovine, les affrontements de ces derniers jours ont été violents. Aucun bilan sérieux des pertes n'a été publié, mais ces combats de Varech ont poussé, comme les autres, les populations civiles sur les routes de l'exode. Image désormais classique de cette guerre folle. Dans le froid et la nuit, 2000 civils croates, pour la plupart des femmes et des enfants, ont trouvé refuge sous les sous-bois proches de Varech, sans nourriture ni médicaments. Combien de temps resteront-ils ici, terrés par peur des représailles côté musulman? Après l'évacuation des morts et des blessés par les soldats des Nations Unies, Varech, désormais libéré, va essayer de reprendre ses droits. Les responsables musulmans incitent les habitants musulmans qui avaient évacué la ville à retourner chez eux. Et effectivement, depuis ce matin, les réfugiés refont le chemin en sens inverse. Mais que vont-ils trouver au bout de la route? Varech a été dévasté, pillé par la troupe et l'hiver est là. Plus au sud, l'étau semble se resserrer autour de Sarajevo. Quelques 1500 civils qui devaient être évacués aujourd'hui de la capitale bosniaque sont toujours bloqués dans la ville malgré les négociations entre Serbes et musulmans sur cette évacuation prévue depuis des semaines. Ces civils pourtant appartiennent aux 3 communautés en guerre. En Russie, la tension était perceptible aujourd'hui. C'est en effet demain l'anniversaire de la révolution d'octobre, qui maintenant tombe en novembre depuis le nouveau calendrier. Le gouvernement russe, qui craint des violences, a interdit toute manifestation demain. Les nostalgiques du communisme ont déjà manifesté dès aujourd'hui, comme par exemple ici devant la prison où est retenu Alexandre Routskoï. D'autres manifestants ont déposé des gerbes au mausolée de Lénine. Les nouveaux dirigeants russes sont bien embarrassés par ce mausolée et par la dépouille du grand homme. Ils voudraient bien l'enterrer. Reportage à Moscou de Marcel Tria et de Jean-François Bernigaud qui ont retrouvé le sosie de Lénine. Comme dans un miroir. Il me ressemble. Un fantôme dans les rues de Saint-Pétersbourg, venu hanter, 75 ans après, les hauts lieux de la révolution d'octobre 1917. Une tourmente qui embrasa l'immense Russie et engloutit dans ses goulags des millions d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, pourtant, le fantôme ambulant de Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, ne fait même plus peur aux enfants. Tu sais qui c'est, Lénine? Non. On vous en a pas parlé à l'école? Non. Ah si, ils en ont parlé. Qui est-ce? J'ai oublié. Comment oublier Lénine? Ou plutôt, comment s'en débarrasser? C'est tout le problème des autorités de la Nouvelle-Russie. Après l'écrasement de ses derniers partisans à la Maison-Blanche, le siège du Parlement, on a supprimé la garde d'honneur devant son mausolée sur la place Rouge. Mais l'encombrant cadavre est toujours là et l'on recule encore devant l'ultime sacrilège, l'enterrer. Pourtant, c'est sûr, il serait grand temps. Car malgré la petite armée de spécialistes qui le chouchoutent nuit et jour, l'outrage des ans poursuit inexorablement son travail de sape. Et il faut bien se rendre à l'évidence, Vladimir Ilitch a de plus en plus mauvaise mine. Alors, le fantôme de Saint-Pétersbourg a décidé ce matin de prendre les devants et d'aller voir, au cimetière de Volkovo, où sa mère est enterrée, s'il n'y aurait pas moyen de lui faire une petite place. Et chemin faisant, dans le tramway, il se renseigne. Mais non, le rassure une commère, le gendre de mon beau-frère, on l'a enterré là-bas, sans problème. Et effectivement, juste en face de maman Ulyanov, il y a largement la place nécessaire pour installer confortablement son illustre rejeton. Pas si simple, protestent les hommes de l'art, les croque-morts de Volkovo. Qui va payer? Le cercueil le plus modeste, ça va chercher dans les 30 à 40 000 roubles, 150 à 200 francs. Et pour creuser la tombe, au moins 25 000 roubles. Tout est cher en effet dans la Russie d'aujourd'hui. Et c'est encore pire pour les vivants. C'est bien ce qui tracasse Anatoly Vladimirovitch, le fantôme. Tenez, par exemple, sa casquette de Lénine. Elle est usée jusqu'à la corde. Une casquette neuve, ça coûte 19 000 roubles. Or, sa pension de retraite lui en rapporte péniblement 18 000. Que faire, comme dirait Lénine? Une seule solution, la révolution.
En Russie, une confirmation, Boris Yeltsin a répété qu'il voulait rester au pouvoir jusqu'en 1996. Il revient donc sur sa promesse d'organiser des élections présidentielles anticipées. Et puis à propos de la Bosnie dont nous parlions il y a quelques minutes, cette nouvelle que j'apprends à l'instant, un soldat français a été tué dans la poche de Bihac. Une mort accidentelle selon le ministère de la Défense. Le soldat aurait été tué à la suite d'une manipulation de son arme. Federico Mayor a été reconduit pour 6 ans à la tête de l'UNESCO. Alors un petit rappel, l'UNESCO c'est un organisme qui dépend de l'ONU, c'est lui qui est en charge de tous les problèmes culturels et scientifiques et notamment la préservation du patrimoine mondial. Federico Mayor donc a été réélu presque à l'unanimité. Antoine Cormery, Éric Delagneau. Monsieur Federico Mayor ayant obtenu la majorité requise, je le déclare élu directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Federico Mayor, 59 ans, nationalité espagnole, signe particulier, globe-trotter polyglotte. Cet ancien biochimiste, cet ancien ministre de l'Éducation du gouvernement Suarez, a été réélu pour 6 ans à la tête de l'UNESCO. Depuis 1987, Federico Mayor s'est mué en bâtisseur. Son chantier est gigantesque. C'est celui de l'éducation de plus de 5 milliards d'êtres humains. C'est l'accès à la connaissance, le transfert de connaissances, c'est le plus grand défi. Donc ça va être les grands objectifs, les grandes cibles de l'organisation pendant les 6 années qui viennent. Mais c'est contre l'institution que Federico Mayor a dû mener sa principale bataille. En 1985, les États-Unis et la Grande-Bretagne claquent la porte de l'UNESCO, critiquant ses coûteuses pesanteurs administratives. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour le retour de ces 2 poids lourds diplomatiques. Un succès personnel du directeur général, salué ce matin par un vote quasi unanime des 175 États membres. À Rouen, un douanier en prison depuis 15 jours. Sa détention vient d'être confirmée. Il est accusé d'avoir fourni de la drogue à l'un de ses indicateurs. Michel Fine, Raymond Chaplard, enquête. Si l'affaire n'a pas défrayé la chronique, elle fait déjà bien des remous dans les rangs des douaniers. Tout commence par une banale opération de gendarmerie qui vise à démanteler un gang de braqueurs. 18 octobre, 30 personnes sont interpellées, 1 kilo de cannabis, quelques grammes d'héroïne et de cocaïne sont saisis en perquisition. La drogue a été retrouvée ici, au domicile d'un homme déjà connu des services de police. Gérard Allais, 2 fois condamné pour vol et violence aggravée et selon les douanes, un de leurs informateurs, un indique. L'héroïne et la cocaïne étaient dans le sac de sa concubine, elle sera relâchée après la garde à vue. Quant au kilo de cannabis, il aurait été, explique Gérard Allais, fourni par un douanier. L'accusation est grave. Serge Aron, contrôleur divisionnaire à la direction du renseignement et des enquêtes douanières de Rouen, est mis en examen et incarcéré. Il dément formellement les accusations portées contre lui. Certes, au domicile de l'informateur, les gendarmes ont bien saisi 1 kilo de hashish. Mais aujourd'hui, la hiérarchie de Serge Aron l'affirme, aucune saisie de ce type de résine de cannabis n'a été effectuée récemment par les douanes de Rouen. Leur raisonnement est simple, la drogue ne peut donc provenir de là. Rien ne permet de douter de la probité de leur agent. Mais ce que les collègues de Serge Aron ont du mal à comprendre, c'est qu'un de leurs agents, douanier depuis 20 ans, se retrouve aujourd'hui en prison sur les seules affirmations d'un indique. Quand on s'appelle Proust et qu'on aime les livres, on peut essayer d'écrire. Quand on n'y arrive pas, on peut essayer de les vendre, ces livres. Seulement, il vaut mieux dévorer les livres que de se laisser dévorer par eux. Dans la banlieue de Bordeaux, ce Proust-là croule sous ses 10 000 livres. Gilles Marinet, Anne Fribourg, Passion. Ce sont vos dernières acquisitions? Ah, ça, c'est les toutes dernières acquisitions. Problème, où est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Problème car le bouquiniste travaille à domicile dans cette tour. Vue imprenable, mais les mètres carrés sont comptés. Alors, comment caser des milliers et des milliers de bouquins? Jean-Luc Proust a trouvé la solution. La bibliothèque occupe tout l'espace. Plus de meubles, plus d'objets, seulement des livres, encore des livres. J'ai des collègues ou des copains qui viennent, je dis écoute, hein, moi je sais où il est, mais je peux pas te l'attraper, donc on va l'acheter dans le commerce. Oui, voilà. Si on le trouve, bien sûr, parce que bon, là, il y a beaucoup de choses qui sont plus là dans le commerce. Dans cette seule pièce, 5000 ouvrages. Pour recevoir des clients, au milieu de cet océan livresque, le bouquiniste a dû s'organiser. Les acheteurs viennent sur rendez-vous et de préférence un par un, car avec 2 visiteurs, on frise déjà le surnombre. On ne peut pas du tout s'attendre à trouver ça quand on arrive ici la première fois. C'est vraiment quelque chose
d'impressionnant, et puis tout de suite on se sent mêlé à tout ce qui nous entoure. Des clients avec qui Jean-Luc Proust n'hésite pas à refaire le monde, et tant pis pour le chiffre d'affaires. Vendre des livres comme des, je sais pas moi, là comme des chewing-gums ou comme des savonnettes, ça m'intéresse pas du tout. Hein, voyez. Joël l'accompagne, comprend, approuve, mais elle essaye de préserver un minimum d'espace. Il y a quand même quelques places, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain et les toilettes qui ne sont pas envahies. Et puis un peu la chambre. Et vous arrivez à les défendre? Oui, j'arrive, c'est dur, c'est très dur, oui. Il commence à envahir la chambre en plus. Il commence. Mais la passion du bouquiniste risque bien de tout emporter. En le quittant, on a envie de lui dire de se méfier, et si, un jour prochain, les livres occupaient vraiment tout le terrain. Le cinéma avec un film très attendu, Soleil levant de Philippe Kaufman, une histoire entre japonais et américains. Le flic américain est joué par Sean Connery, qui justement a une particulière attirance pour le Japon. Nicole Cornu-Langlois l'a rencontré à Londres. À Los Angeles, les points de friction et de tension entre Japonais et Américains sont fréquents. Ils peuvent devenir explosifs lorsqu'il s'agit du meurtre d'une femme pendant une conférence pour la lutte de pouvoir. Il faut alors appeler un policier légendaire pour mener l'enquête, c'est John Connor, féru de culture japonaise. Il a le visage de Sean Connery. Pour ce look quasi monastique, j'ai eu la moustache tirée vers le bas et je me suis laissé pousser les sourcils pour pouvoir les remonter et avoir cette expression de moine. Et vous avez dû aussi apprendre le japonais? John Connor desu. Meshi desu. John Connor-san. Omi ni kakarete koi desu. Oh, juste les quelques mots que j'avais à dire, mais je ne le parle pas très bien. C'est une langue extrêmement difficile. Richie, mugshots, all of them. Oh, you cannot do this. Nani o surunda? No, you are to blame here. And you will give my detectives any assistance that they need. And I want the name of the person who discovered the body. It's a different concept of time. Les Japonais ont une conception différente du temps. Je pense que c'est là le cœur du problème entre Japonais et Américains. Vous ne pouvez plus vivre sans être conscient de la puissance japonaise, mais ce n'est pas vraiment le sujet du film. Je pense que c'est très important d'avoir de l'humour. En fait, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez rien accepter. Et de l'humour, cet Écossais n'en manque pas, à la ville comme à l'écran. L'un des événements rock de cet automne, c'est la sortie du nouvel album de Lloyd Cole. 11 nouvelles chansons avant une tournée en Europe au printemps prochain. Signé donc de ce poète anglais de la pop, exilé à New York et qui préfère les surréalistes aux hit parades. Louis Carzou, Bernard Puissesseau, interview. Entre le spleen qui lui colle au regard et quelques souvenirs de lune de miel qui hantent la rue de Seine, Lloyd Cole n'a rien d'un touriste à Paris. Ce citoyen de sa majesté britannique aime se promener de ruelles en passerelles, se laisser bercer par l'atmosphère de ces lieux où se mêlent les révoltes et la nostalgie, comme dans ses chansons. Amoureux déclaré de Rabelais, de Breton, de Camus, mais aussi des chansons de Jean-Louis Murat, Lloyd Cole n'aime guère s'épancher sur son propre travail, sauf à la rigueur pour le remettre en cause. Mon inspiration m'entraîne dans certaines directions précises dont je m'écarte rarement. Il s'agit des gens, de la difficulté de vivre ensemble, des déchirures, des réconciliations. Ce serait beaucoup plus intéressant si j'arrivais à faire des chansons plus satiriques, plus politiques, mais ce n'est vraiment pas un exercice naturel pour moi. C'est vraiment une honte. Et pourtant, il n'y a rien de honteux, bien au contraire, dans le nouvel album de Lloyd Cole, digne des premières galettes avec les Commotions il y a 10 ans. Pour ce troisième opus solo, l'écorché vif ne s'est pas éloigné de son inspiration, qu'elle en soit donc remerciée.
Fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko qui annonce un temps gris, un temps assez moche, il faut bien le dire. Ce soir au programme, Frédéric Mitterrand, C'est votre vie avec Michel Fugain et puis ensuite Nagui pour Taratata. La dernière édition du journal, ce sera Catherine Sellac vers minuit 5 et juste après, il y aura bien sûr le tennis. Fin de cette édition. Donc demain en cette même place, vous retrouverez pour 13h et 20h Bruno Mazur. Bonne soirée sur France 2.